Bonjour, dans cette séquence vidéo, nous allons démarrer une séquence de vidéo avec la partie codage, parole, codage audio, codage image et codage vidéo. Donc, on va parler avec un certain nombre de séquences vidéo de ces différents types de codage, des normes existantes. Et on va faire donc dans cette première séquence une introduction au schéma général de codage multimédia et qui a une étape très importante qui est la quantification. Donc on va plutôt détailler la partie quantification dans cette vidéo tout en introduisant le codage multimédia dans un premier temps. Donc, je vais arrêter ma vidéo et basculer sur la tablette. Bien. Donc, quand on parle de codage multimédia, donc on a des données qui vont arriver, des données donc ici initiales qu'on va appeler X. Donc, on va avoir finalement 3 étapes pour arriver à une chaîne binaire ici qui va être transmise. Donc, le signal original, le signal donc, peut être des échantillons discrets. Donc, un signal discret qui est la parole, ça peut être une musique, donc une séquence d'échantillons audio. Ça peut être des pixels, ça peut être des pixels avec également la dimension temporelle s'il s'agit d'une séquence vidéo. Donc, les X arrivent, donc ce sont des données qui, qui peuvent être directement traitées ou alors qui sont très souvent transformées par une transformation orthonormée. On a vu ça dans d'autres séquences vidéo sur les transformations orthonormées, et notamment celles définies dans l'espace hilbertien. Ce sont des transformations qui vont donc transformer les données de manière à très probablement les rendre indépendants les uns des autres. Donc X contient donc des échantillons successifs ou des échantillons voisins s'il s'agit d'une image qui sont très corrélés, donc très ressemblants les uns aux autres parce qu'ils sont à côté des uns des autres. Et donc on a ici fait l'hypothèse que les données qu'on traite sont des données réelles, du monde réel. Donc, dans le monde réel, les choses varient lentement. Donc, on a des variations lentes qui sont exprimées avec des échantillons dont les valeurs sont proches les unes des autres. Donc, on va avoir des échantillons qui sont donc redondants, ressemblants. Si on connaît l'un, on peut définir et essayer de deviner l'autre qui va suivre. Et par contre, si on fait une transformation orthonormée, donc on change de base, on change d'espace, et on trouve un espace dans lequel les données transformées souvent sont décorrélées. Donc l'information portée par chaque échantillon ou chaque coefficient transformé est différent des informations transmises ou portées par les autres coefficients. Donc les coefficients sont presque décorrélés, on parle de l'indépendance de ces coefficients. Donc il y a un certain nombre de transformations orthonormées qui peuvent permettre de faire ça. On parle donc un petit peu, je ne sais pas si c'est le terme est bien choisi, de blanchiment des données pour arriver à des données qui sont décorrélées. Et chacun, donc après, ensuite, une fois qu'on a ça, on va donc avoir l'étape quantification, ici. Et une fois que les données sont quantifiées, parce que ici vous allez avoir donc des données qui vont être réelles, complexes ou autres, on va donc les quantifier. Puis, une fois que les données sont quantifiées, donc xt quantifiées, on va les coder avec des codages de type réversible, comme le code Hoffman par exemple, ici, ou d'autres codes arithmétiques, LZW, donc
des choses très connues qui sont des codes réversibles, donc sans perte, il n'y a pas de perte d'information ici pour arriver à une chaîne binaire qui va être transmise. Donc ici, dans la transformation est quelque chose de réversible, donc pas d'information perdue. Le codage est réversible sans perte d'information. C'est uniquement dans la quantification que nous avons une perte d'information. D'où l'importance de l'étape quantification, parce que c'est là qu'on va perdre des données, enfin pas des données, mais on va perdre la qualité, une certaine qualité, ce qui ne sera jamais la qualité originale après la quantification. Parce qu'on va passer des valeurs réelles XT à des valeurs qui sont quantifiées, qui peuvent être des entiers, par exemple. Donc là, on a perdu de l'information et c'est irréversible. Donc la perte est définitive. Et donc l'idée, c'est vraiment de contrôler cette étape de quantification pour que la quantification fasse perdre une quantité d'information la plus petite possible. Donc, on va essayer d'optimiser cette étape très importante. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, je partage cette vidéo avec vous. Donc, on va revenir maintenant à nos transparents. Donc, on va quantifier donc, le signal original, c'est le signal bleu ici. Le signal quantifié, donc avec un certain nombre de niveaux, c'est le signal rouge. Évidemment, il y a une perte d'information, comme je disais tout à l'heure, la perte d'information est ici. Bon, ce n'est pas les mêmes échelles, donc là, j'ai amplifié cette erreur pour voir que cette erreur est quelque chose qui va être autour de 0. Donc prendre des valeurs autour de 0. Évidemment, beaucoup plus dans la dynamique de cette erreur est beaucoup plus petite que la dynamique du signal original qui est ici en bleu. Donc la quantification, c'est quelque chose qui, en fait, peut être vu comme un échantillonnage, mais des amplitudes. Donc si on fait l'hypothèse ou l'analogie avec l'échantillonnage temporel, donc vous avez un signal analogique en temps qui est échantillonné en respectant la théorie de Shannon, avec une fréquence d'échantillonnage, etc. Très bien. Bon, et on a des données, puisque c'est un signal réel, on a des données donc, qui vont être réelles, et donc qui, à un moment donné, vont être entre une valeur min et une valeur max. Il va falloir donc faire de la quantification, passer donc de ces données réelles à des données qui vont être quantifiées, donc on va dire qui vont être maintenant dénombrables, contrairement à des données qui sont réelles. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'entre min et max, on va donc faire un partitionnement. Donc, on va créer une partition en divisant la dynamique min et max en des intervalles. Donc, vous voyez ici, il y a 5 intervalles. Alors, les seuils, il va y avoir des seuils qui vont nous permettre de déterminer les intervalles, d'accord? Et donc, l'ensemble de ces seuils ici forme l'ensemble de la partition. Donc, on va partitionner l'espace. Gardons cet esprit, donc un ensemble de valeurs seuils qui seront notre partition, P. Ensuite, une fois qu'on a partitionné, il va falloir donc dire ou choisir. Imaginons par exemple que nous sommes dans cet intervalle SI et SI plus 1, donc entre deux seuils. Il va y avoir plein de valeurs réelles qui vont arriver, des échantillons qui seront dans cet intervalle de valeurs. À un moment donné, à la place donc des valeurs réelles, on va dire, tiens, je ne prends pas la valeur réelle qui est ici, par exemple, il y a ce point-là où j'ai mis la souris, mais à la place, je vais donc envoyer ou transmettre ou stocker une valeur qui sera Q4. Ici, j'ai pris l'exemple où Q4 est la moitié et se trouve au milieu de SI et SI plus 1. Donc, c'est Q4 qui sera le représentant de tous les échantillons dont les valeurs sont entre SI et SI plus 1. Donc, ça s'appelle donc un mot code en français, ou le Q, donc code word, d'accord. Et l'ensemble des mots codes, donc à chaque partition, à chaque intervalle, on va associer un mot code, et l'ensemble des mots codes Q1 à Q5 va constituer ce qu'on appelle le dictionnaire ou le codebook en anglais.
Il y a, si on regarde quelle est l'erreur, parce qu'on a parlé de l'importance de la quantification, d'essayer donc d'optimiser, de minimiser l'erreur de quantification. Et donc ici, dans cet exemple-là, si donc qu'on prend Q4, au milieu donc des seuils, évidemment, l'erreur le pas de quantification, bah, donc c'est bien entendu le delta, donc c'est entre les deux seuils, ok. L'intervalle, enfin, la valeur de l'intervalle ou la durée de l'intervalle vous donne le pas de quantification. Et l'erreur de quantification, si je remplace par exemple ici par Q4, l'erreur max, ce sera en valeur absolue delta sur 2, le pas de quantification sur 2. Voici l'erreur de quantification max qu'on ferait si on prenait comme mot code la moitié ou le milieu des seuils qui nous ont permis de faire le partitionnement. Alors, il y a deux types de quantification. Hein. Donc, la quantification qu'on appelle donc, la scalaire, donc on va faire la quantification point par point, échantillon par échantillon ou pixel par pixel, sans trop s'occuper de ce qui se passe autour du pixel ou avant l'échantillon qu'on est en train de quantifier scalairement. Donc, on prend le scalaire et on le quantifie comme si l'échantillon était un peu seul au monde. La quantification vectorielle, au contraire, c'est un peu donc le complémentaire. On va plutôt nous intéresser à un groupe d'échantillons. Ça peut être deux échantillons successifs. Si c'était une image, ce serait 4 pixels dans un voisinage, dans un bloc de 2. Hein, d'accord. Et évidemment, pourquoi on fait ça? Parce qu'on fait l'hypothèse que les échantillons successifs se ressemblent et que, par exemple, en langue française, s'il y a la valeur la lettre Q arrive, il y a 100% de chances que la lettre suivante soit un U. Ou on peut facilement également avoir le motif ET et ou ion. Ce sont des motifs qui arrivent très souvent. Donc, on voit l'intérêt de ne pas s'occuper d'un seul échantillon indépendamment des autres, mais de prendre tout un ensemble d'échantillons qu'on va quantifier ensemble. Ça s'appelle la quantification vectorielle. Donc, c'est le nom générique pour ceci. Donc, on va nous intéresser dans cette séquence plutôt à la quantification scalaire. Dans la quantification scalaire, il y a plusieurs approches. On va donc détailler la quantification scalaire uniforme linéaire. Qu'est-ce que c'est? C'est que dans cette quantification, la partition et donc les seuils de partition, les S, sont uniformément répartis entre min et max de la source qu'on veut quantifier, et les mots-codes, on les prend au milieu des seuils successifs qu'on a utilisés pour le partitionnement. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement simple, la quantification, où tout est très bien ficelé, la partition est complètement uniforme, donc des intervalles réguliers pour partitionner entre min et max, et dans chaque intervalle, on prend le milieu qui sera le représentant de toutes les valeurs qui sont dans cet intervalle entre SI et SI plus 1. L'alternative serait de prendre une quantification scalaire où la partition sera uniforme, comme tout à l'heure pour la QSUL, mais que le dictionnaire, le mot-code, ne serait pas forcément au milieu, mais on regarderait la probabilité des valeurs dans cet intervalle pour décider où est-ce que je place le mot-code, pas forcément au milieu, mais peut-être centré sur le centre de gravité de la densité de probabilité de cet intervalle. Ou alors, et ça c'est la QS optimale qui a été donc proposée par des chercheurs qui sont Lloyd et Max, où là tout est optimisé, on optimise le partitionnement, la partition et les seuils ne sont pas uniformément répartis, et entre deux seuils, le mot-code n'est pas au milieu donc, des deux seuils, mais on tient compte de la densité de probabilité des messages de la source afin donc d'optimiser le positionnement à la fois des seuils et à la fois des mots-codes entre deux seuils. Voilà. Donc, on regarde la QSUL, je vous l'ai déjà expliqué, les seuils sont uniformément répartis entre min et max.
Le delta, c'est l'intervalle entre les deux seuils, pas de quantification. On prend le mot-code au milieu des segments, au milieu des intervalles. On va avoir un certain nombre de niveaux de quantification. Évidemment, il va y avoir donc aussi, s'il y a 5, si on a divisé entre min et max sur 8 intervalles, bah, il y aura 8 mots-codes, parce qu'à chaque intervalle, on va associer un mot-code. Et ces mots-codes, on le mettra au milieu des segments, au milieu donc des intervalles. Et l'erreur de quantification, c'est entre moins delta sur 2 et plus delta sur 2. Donc, on a cette erreur de quantification qui est maîtrisée. Mais là, évidemment, ça c'est quelque chose de très simple, mais on ne tient pas du tout compte de la probabilité, évidemment, des messages. Le fait de mettre ici au milieu, vous voyez, donc ici, les intervalles, ça c'est les si, et ça c'est le mot code en vert ici, on le met au milieu. Mais si j'avais dans cet intervalle, si la probabilité des messages est très forte ici et quasi nulle ici, il vaut mieux minimiser, pour minimiser l'erreur de quantification, il faut que je place ce cercle vert, non pas ici où les messages n'arrivent jamais, mais plutôt là où les valeurs risquent d'arriver de manière très fréquente. Et donc, de manière à ce que si je mets ici le cercle vert, je vais minimiser l'erreur que je fais, puisque c'est ici que je vais trouver la majorité des données qui vont arriver. Donc, on voit une tendance serait de ne pas le mettre au milieu, mais de là où les messages arrivent souvent. Hein, d'accord. Donc, ce n'est pas vraiment optimal comme approche. Par contre, c'est extrêmement simple et on n'a presque rien à transmettre parce qu'on va transmettre le min-max, on va transmettre par exemple, si on dit on veut 2 bits par message, ça nous donne 4 intervalles possibles, hein, parce que 2 puissance 2, d'accord, 4 intervalles possibles. On va donc partitionner la dynamique en 4 intervalles. Donc, on aura 4, comme ici, on le voit, hein, on aura 4 mots codes qui seront codés sur 2 bits. Voilà, très bien. Alors, oui, là, évidemment, c'est bien, mais on peut mieux faire. On peut mieux faire, soit, comme je disais tout à l'heure, on peut adapter la partition et le codebook à la densité de probabilité des messages pour ne pas systématiquement faire ce partitionnement qui est donc uniforme avec les mots codes au milieu. On peut aussi dire, et c'est cette solution simple qu'on va adopter, qui est en rouge ici, on va non pas changer, modifier le partitionnement, mais on va plutôt modifier le signal pour que la densité de probabilité soit la plus adaptée à l'utilisation de ce partitionnement uniforme. Quelle est la probabilité la plus adaptée au partitionnement uniforme? Ben, c'est quand j'ai autant de probabilité d'avoir des messages ici, là, 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 donc dans tous les intervalles. Autrement dit, si j'ai une densité de probabilité qui est uniforme, j'ai autant de probabilité d'avoir tous les messages, ben, la meilleure solution pour placer les mots-codes, c'est bien de le mettre au milieu du segment. Parce que le centre de gravité du partitionnement, si on a une densité de probabilité uniforme, sera au milieu. Donc, c'est là qu'on va placer Q1. Donc, cette solution 1 va donc changer le signal pour que la densité de probabilité initiale change et que la densité de probabilité du signal qu'on va transformer, parce qu'on va prendre le signal, on va le transformer, et la densité de probabilité devient uniforme pour que le partitionnement hyper simple qu'on a là soit optimal pour ce signal qu'on aurait transformé. Alors, on a pour ce faire des lois qu'on appelle des lois de compression. Alors, la loi A ou la loi mu, dans les normes européennes, on utilise la loi A, donc on va le voir ici. Donc, la loi A est définie par cette fonction. Ici, en fait, qui est composée de deux fonctions. Donc, c'est une fonction continue, hein, mais donc quand x est plus petit que 1 sur a, c'est-à-dire que quand l'amplitude du signal est plus petit en valeur absolue qu'un sur a, donc on imagine ici, donc pourquoi on fait donc l'hypothèse ici que les coefficients ou les valeurs qui sont très petits sont très probables. Donc, on fait l'hypothèse, par exemple, d'une densité gaussienne, d'accord. Et on va donc, quand c'est très probable, donc quand les valeurs sont très petites, si on est centré en zéro, la probabilité est centrée en zéro avec une gaussienne, on aura donc des valeurs petites
les petites valeurs seront très probables et on va donc les dilater, si vous voulez. Hein. Donc, vous voyez, entre ce delta et ce delta S, il y a un facteur presque de 20, c'est-à-dire qu'on va dilater cette partie où les coefficients sont faibles. Donc, le signal, les valeurs petites vont être dilatées de presque 20 ou 30, et ensuite, lorsqu'on va s'éloigner des coefficients faibles, lorsque les coefficients seront grands, ici, ben, vous voyez que la sortie sera presque plus petite que la dynamique de la sortie sera plus petite que la dynamique de l'entrée. Donc, c'est une fonction logarithmique qui va donc prendre le relais. Une fois que x en valeur absolue sera plus grand qu'un sur a, donc là, on a une source normalisée entre 0 et 1, donc on va avoir quelque chose qui va faire l'inverse, donc on va plutôt contracter les valeurs, les intervalles où les valeurs sont grandes. Donc on dilate les intervalles où les coefficients sont petits parce que leur probabilité est très forte, et on fait l'inverse ici pour les valeurs qui sont très grandes. Si on fait cette opération-là, et je vais donc vous montrer ça sur un exemple que je vais partager. Donc ici, imaginez donc une densité gaussienne là, pour notre x. Quand on va transformer x avec cette transformation logarithmique, enfin a, on va avoir donc un x qui va être une x transformée. Et donc, si je... Ça, c'est la densité de probabilité hein, de x. Quand on va transformer avec la loi A pour avoir... Donc, on a changé, le signal est différent maintenant, xt. Et donc, on va ici, sur cette partie où la probabilité est forte, donc on va dilater hein, tout ça. Et ensuite, la partie où la probabilité est plus faible, les coefficients dont les valeurs sont grandes, on va donc au contraire contracter. Hein. Donc on va arriver à une densité de probabilité comme celle-ci. Vous voyez que la densité de probabilité ici est une densité de probabilité qui est presque uniforme. Donc le partitionnement uniforme et le fait de prendre les mots codes au milieu des seuils marchera très bien. Voilà l'idée de ces loi de compression. Voilà. Donc, si on prend l'exemple, et ensuite, une fois qu'on a ça, on applique la QSUL, la quantification scalaire la plus simple possible. Donc, ici, dans cet exemple, j'ai pris donc, un signal de parole, donc ici, voilà, qui dure toute une phrase, dont la densité de probabilité est indiquée ici. Vous voyez que ça ressemble à une gaussienne, pas tout à fait, mais en tout cas centrée en zéro, hein, donc des probabilités très fortes en zéro. On applique la loi A et on obtient donc un histogramme dans cette probabilité. Bon, histogramme et dans cette probabilité, ce sont des choses très proches. Hein. L'histogramme et dans cette probabilité, ce n'est qu'un histogramme qui a été normalisé par le nombre d'échantillons. C'est aussi simple que ça. Donc on prend, on va dire, dans cette probabilité qui est devenue maintenant quelque chose d'uniforme, presque, et donc le partitionnement uniforme marchera très bien. Voilà. Je vais m'arrêter ici pour la quantification. Et donc, on voit bien que c'est quelque chose qui va être... Alors, il se trouve, je vais m'arrêter là pour cette séquence vidéo, il se trouve que cette approche-là est utilisée presque dans toutes les normes de compression vidéo, enfin, parole et audio, hein, d'accord, parce que c'est quelque chose qui va être très très simple à utiliser. On va donc transformer le signal pour l'adapter au partitionnement simple qu'on souhaite utiliser. Voilà l'idée de la quantification scalaire uniforme linéaire précédée de la loi de compression A.